Très heureux de vous retrouver en ce soir. Nous sommes le jeudi 5 août 2021. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission On Air Politique. Nous le savons encore que vous êtes très nombreux à nous suivre. Et toujours quand il est 17h en temps universel sur Joma FM 93.1 et sur le réseau synchronisé de nos antennes de l'intérieur du pays, mais aussi sur Joma TV. Vous nous suivez également à travers le monde via nos plateformes de communication digitale. L'actualité au plan national reste toujours dominée par l'augmentation du prix du carburant à la pompe et les tractations entre usagers et transporteurs, mais aussi le non-respect des tarifs qui en ont suivi. Il faut le rappeler que cette hausse du prix de l'or noir faisait déjà l'objet de commentaires dans les médias et de spéculations sur les réseaux sociaux. Polémique autour du sujet à la suite d'une sortie médiatique de Dr Ousmane Kaba sur IFIM FM. Cet ancien ministre de l'économie et des finances de feu général Lansana Conté affirmait que le gouvernement guinéen ne subventionne pas le carburant et défiait quiconque de le prouver le contraire. Même si aucune communication officielle n'avait été faite, toutefois, au dire de bon nombre d'observateurs, le gouvernement dirigé par Dr Ibrahima Kassori Fofana était prêt à passer à l'acte. Qu'est-ce qui avait donc motivé l'État à faire ce que certains qualifiaient de mea culpa avant le mercredi 4 août 2021, date à laquelle le litre du carburant à la pompe est passé de 9 000 à 11 000 francs guinéens. La question s'est lisée en tout cas sur plusieurs lèvres en ce moment. Le paiement des taxes et redevances des sociétés de téléphonie. Le sujet nous intéresse également dans cette émission avec notre invité, Dr Ousmane Kaba, président du PADES. L'État sort ses griffes pour amener les sociétés à respecter les engagements préalablement établis dans les cahiers de charges. Il sera donc surtout question des questions économiques, mais aussi sanitaires avec la Covid-19 en Guinée et le renforcement de l'état d'urgence sanitaire. Ce qui nous amène d'ailleurs à parler tout d'abord du nombre élevé de décès au Covid-19 ces derniers jours. 60 morts rien que pour le mois de juillet. 4 décès ont été aussi constatés hier mercredi. Des chiffres qui s'expliqueraient par des coupures de courant au centre de traitement selon des sources. Nous disons encore bien avant bonsoir et bienvenue à notre invité du jour, le seul d'ailleurs pour ce numéro de ce jeudi 5 juillet 2021. Docteur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Lansana Kamara, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laïmadi Kondé. Bonsoir. Fadouba Keita, bonsoir. Bonsoir. Et Baïla Traoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette autre information, nous l'avons apprise à vérifier. Le nombre de décès élevé, très élevé d'ailleurs, contrairement au mois passé. Et cela aurait dû, selon des observateurs, à des coupures au niveau des centres de traitement. Laïmadi Kondé. Bien, hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai posé la question à monsieur, au directeur de la santé publique. Le directeur de l'Institut national de la santé publique. Voilà, de l'Institut national de la santé publique. Professeur Abdoulaye Touré. Il m'a répondu tout simplement que ce n'est pas très important pour le moment. Donc que ce n'était pas de son ressort. Non, ce n'était pas de son ressort et que ce n'était pas important qu'on s'occupe de la coupure de courant. Oui. Je lui ai dit que si la coupure de courant peut quand même engendrer des cas de décès, oui, ça devient très important. Maintenant, qu'est-ce qui a amené cette coupure de courant? Il faut quand même mener les enquêtes. Dr Sakoba disait qu'ils ont acheté un groupe électrogène tout neuf. Oui. Est-ce que le groupe tout neuf n'est pas devenu tout 8, c'est-à-dire ancien, ou est-ce qu'il y a des entretiens en tout cas, il faut qu'il y ait des techniciens, parce que dans un centre aussi important qu'il y ait coupure de courant où la vie des gens est liée quand même au courant, c'est difficile d'accepter qu'il y ait coupure de courant pendant 3 heures. Et ce jour, il y a eu... Cela veut dire qu'il n'y avait pas de groupe électrogène. Il y a eu 7 cas de décès, oui, dont 4 étaient sous respiratoire, c'est-à-dire respiration conditionnée. Donc, les 4 décès-là étaient donc liés à la coupure du courant. Et il y a peu de chance quand il n'y a pas de courant. Il y a peu de chance quand il y a coupure de courant, je veux dire. Normalement, oui, normalement. Et est-ce qu'ils ont pensé au système de relais? La question quand même reste posée. Mais ce qui a beaucoup plus choqué les gens, c'est tout le montant englouti dans la lutte contre
coronavirus, le Covid-19 ou la Covid. Maintenant, les enquêtes, est-ce que les enquêtes seront menées pour situer les responsabilités? C'est tout ce qu'on demande. Parce que c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, tout le monde tombe à bras raccourcis sur l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Oui. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, qu'elle a fourni beaucoup d'efforts. Même si il y a des zones d'hommes, je dis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'Agence nationale de sécurité sanitaire. Voilà, je ne dis pas Dr Sakopa, je parle de l'agence de façon générale. On se comprend, voilà. Allez-y, donc, il y a aucune œuvre humaine n'est parfaite, c'est cela aussi la vérité, mais il faut qu'on prenne quand même ce problème très au sérieux, parce que ça fait beaucoup de cas de mort dans les autres pays où comment dirais-je, les centres de santé connaissent un certain progrès, un certain développement quand même. Mais chez nous, le président il a toujours dit que c'est quelque chose de malheur qui est bon quand il y avait Ebola. Donc on allait tirer les leçons d'Ebola. Et comme un penseur disait, que quand tu échoues, ne prends pas l'échec tel qu'il est, mais il faut tirer les leçons de l'échec. Donc c'est les leçons là qui sont importantes. Il m'a dit, comme le disait l'ancien Premier ministre de la France, Édouard Philippe, qu'aucun système sanitaire au monde n'a été préparé pour faire face à une maladie d'une telle ampleur. Voilà, donc aujourd'hui quand même, l'Agence nationale de sécurité sanitaire doit améliorer sa communication, doit améliorer encore ses approches, parce qu'il y a de la résistance, il y a aujourd'hui de la résistance à quel niveau? La résistance, le non-respect des gestes barrières ou de la vaccination. Et jusqu'à date, il y a des gens qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Donc il y a tout cela, c'est un tas de problèmes quand même qui est lié même à notre société. Donc un problème sociétal. D'accord. Parce qu'en Guinée, ce n'est pas facile de convaincre tout le monde. On peut lier à la politique. On va penser que oui, coronavirus est lié à Alpha Condé. On va dire non, c'est parce qu'Alpha il est toujours au pouvoir, c'est pourquoi il y a Corona. Donc il y a tellement de mentalités subversives qui font on a plusieurs fois entendu que c'est le président qui a importé la maladie, ce sont le gouvernement. On a du mal quand même à sensibiliser les gens. Et parfois, quand le président même prend certaines dispositions, on dit non, c'est parce que justement on veut éviter qu'il y ait des manifestations. C'est pourquoi il y a le couvre-feu. Il a renforcé l'état d'urgence sanitaire. Voilà. Ces mesures sont prises justement pour ne pas que les gens se retrouvent ainsi de suite. Donc il faut qu'on évite cela. Il faut qu'on ne soit pas dans les préjugés, qu'on se réveille. Les gens ne sont pas partis à la Mecque cette année encore en Guinée et dans beaucoup de pays. Est-ce que c'est parce qu'Alpha Condé est au pouvoir que les gens ne sont pas à la Mecque? 2 ans de façon successive. Donc il faut qu'on comprenne. Pas seulement que la Guinée, je pense qu'aucun pays n'a été. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience et un sursaut de solidarité. Pour qu'on se mette à l'évidence. D'accord, il faut un sursaut de solidarité. Oui, Baïla Traoré, votre avis sur la question? Mais écoutez, j'espère qu'il y aura une enquête pour situer les responsabilités, pour qu'on sache pourquoi. Est-ce que c'est la même d'ailleurs? Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? C'est la question qu'il faut se poser. Oui, bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une coupure. Non, laisse répondre. Dr Sakoba a animé une conférence de presse où lui-même il a reconnu. Oui, il a reconnu. Ok, on y va. On continue. Ben là, allez-y. Voilà. Donc, allez-y. Donc, Dr Sakoba, effectivement, a reconnu. C'est un devoir aussi pour éclairer la vingtaine de ceux qui nous suivent. Oui, tout à fait. Allez-y, ben là. Donc, Dr Sakoba a confirmé qu'il y a eu coupure d'électricité. Il a précisé qu'on ne peut pas encore affirmer que cette coupure d'électricité a causé la mort des personnes qui étaient sous respirateur et que c'est d'éventuelles enquêtes qui détermineront... dire que si c'est cela ou le contraire. Voilà, mais comme on sait, souvent des enquêtes sont ouvertes, mais les conclusions... Elles ne sont jamais refermées. Voilà, elles ne sont jamais refermées, ou en tout cas, les conclusions sont rarement communiquées au grand public. Et à vrai dire, cette histoire de groupe électrogène, enfin cette histoire de coupure de courant dans une infrastructure sanitaire, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau en Guinée. On a déjà eu à avoir des petites polémiques ici et là, où en pleine salle de chirurgie, le courant partait. Donc ça, normalement, ça relève de la responsabilité. Mais ça, cela ne doit pas être une excuse quand même. On se rappelle du cas de Plateau. Ce n'est pas une excuse. Oui, on se rappelle du cas de Plateau il y a quelques années à Ignastine. Voilà, donc c'est un phénomène malheureusement... Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont de rappeler les mauvais souvenirs, on doit corriger. Oui, on corrige. On évolue. Allez-y.
là. La situation sanitaire. Là, vous avez terminé votre temps d'antenne. La situation sanitaire est très grave. Dr Sakoba nous a encore affirmé hier que 40% des personnes qui sont mortes ce dernier mois sont des jeunes. Donc aujourd'hui, le variant il s'attaque aux jeunes et on sait que les jeunes sont aussi les plus insouciants et d'où aussi le couvre-feu parce que quelque part, c'est eux qui ont plus tendance à sortir la nuit. Oui, allez-y. Qui ont plus tendance à sortir la nuit. Donc, la situation sanitaire devient de plus en plus grave. On n'a pas besoin de ce genre de dysfonctionnement, technique dont on se passerait bien en ce moment. Donc, vraiment, j'encourage l'ANSS à prendre des mesures vraiment encourager l'ANSS, mais aussi inviter les populations à une prise de conscience. Oui, non, mais là, je parlais spécifiquement de la coupure d'électricité. D'accord. Sinon, oui, les populations doivent prendre conscience. D'accord. Et là encore, quand même, j'interpelle l'ANSS pour intensifier sa communication. Parce que là il m'a dit parler des fausses rumeurs, de la désinformation. C'est quelque chose qui existe dans tous les pays. Mais il faut faire en sorte, il faut faire une campagne aussi, du coup, pour contrecarrer ces affirmations, pour aller dans les communautés, aller dans les quartiers. La meilleure manière de contrecarrer ces informations qui ne sont pas vérifiées, c'est de communiquer régulièrement. Exactement. Très bien. Fadouba Keita, très rapidement. Bon, sur ce point de la communication, je crois qu'il est l'heure d'impliquer même les élus locaux, les chefs de quartier, mais ça a été les chefs toujours de dit, secteur. Mais il faut les impliquer davantage, mais ça n'a pas été fait. C'est pas palpable. Tous les jours, on dénonce le manque de pas seulement les élus locaux, on a même pas à un moment donné des chefs religieux, des chefs, des leaders d'opinion. Voilà, mais il faut le faire davantage. Je crois que c'est le lieu d'accentuer, de ne pas fléchir. Il faut aller à fond dans cette communication. Maintenant, pour parler de ce qui s'est passé quant à la coupure, il faut rappeler que ce n'était pas une première déjà à Bessia. À ce qu'on aurait appris, que sur 3 jours, il y aurait eu des coupures. Mais c'est celle d'avant-hier qui aurait duré au moins 3 heures. Maintenant, comme ils l'ont si bien dit, Dr Sakoba dit qu'il y aura des enquêtes pour déterminer les raisons de cette coupure et puis pour situer les responsabilités. Maintenant, espérons tous que les responsabilités soient situées pour savoir si c'est une erreur administrative, que les administrateurs soient sanctionnés, si c'est une erreur médicale, une erreur technique. Une erreur médicale ou technique. Une erreur médicale, il faut le dire, parce que quand je dis technique, déjà, c'est administratif, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un tel centre, et qui est censé être à la pointe de la technologie, qui est censé résoudre un problème à cette dimension, n'est pas un système de relais, comme Laïmadi l'a dit. Même nous, à la radio ici, lorsqu'il y a coupure de EDG, c'est soit le groupe électrogène ou il y a un système de backup. Oui. On ne peut pas mettre les gens sur... Et c'est automatique. C'est automatique. C'est dès que comme on le dit dans le langage courant. Donc, on ne peut pas comprendre cela. Et il faut donc situer les responsabilités à ce niveau et sanctionner surtout. Et il ne faudrait pas, encore une fois, que les gens meurent comme ça, comme si ça devrait être banal, alors qu'il faut avoir du cœur et ils ne sont pas là-bas pour mourir avant tout. D'accord. Merci Fadouba Keita, Lansana. Et puis on va aller avec notre invité du jour. Je rappelle que c'est Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Oui, Lansana Kamara. Bien, merci. Moi, je pense que, franchement, si on n'était pas dans cette situation d'épidémie, j'allais dire que les gens allaient se fatiguer de trop parler de ce qu'il faut faire face à cette épidémie, face à l'application, si vous voulez, des mesures de barrières sanitaires. Vous l'avez dit tantôt, et je suis d'accord par endroit avec vous, lorsque vous dites qu'il a été reconnu qu'aucun pays n'était préparé à l'arrivée. C'est pas moi qui le dis, c'est voilà. Jean-Philippe. Je suis d'accord. Philippe Edouard, ancien Premier ministre français. Permettez, puisque vous l'avez répété. Oui. Je suis d'accord. Mais il se trouve que, à la différence de la Guinée, d'autres pays ont pu s'adapter, et très rapidement. Et à la différence donc de la Guinée, certains pays ont pu mettre en branle les mécanismes pour faire en sorte que l'épidémie soit contenue ou que l'épidémie, justement, ou que les dégâts de l'épidémie n'évoluent pas. Et c'est le contraire ici. Moi, je ne suis pas du tout d'accord des étés de fleurs à l'Agence nationale il faut les encourager. Non, de sécurité sanitaire. Je ne suis pas d'accord. Il faut les encourager.
Camara. Attendez, Oui. ils n'ont pas besoin de cela. Il faut quand même dire que le taux Ils n'ont pas besoin de son temps d'antenne, s'il vous plaît. Permettez. C'est son temps d'antenne, s'il vous plaît. Là, il m'a dit de l'opposition, c'est son temps d'antenne, s'il vous plaît. Je vous en prie, je suis quand même libre. Il est libre dans ses opinions. Il est libre dans ses opinions. Allez-y. Moi, je pense que, permettez que je dise qu'au temps d'Ebola, j'ai été quand même l'un des premiers journalistes, parmi un petit groupe de journalistes, à aller rencontrer Dr Ba au moment où l'Ebola n'a pas été encore confirmé. Dr Sakoba. De ce jour jusqu'à maintenant, à peu près, j'ai dit oui, des efforts ont été faits, mais je ne suis pas d'accord et je ne suis pas de ceux-là qui les remercie de notre façon. Parce que regardez, vous l'avez dit tantôt, moi je pense que l'information n'a pas... À tout temps, on l'a dit. Je l'ai dit ici combien de fois? Je l'ai dit, j'ai dit jusqu'à présent. Quand vous prenez Dakar et les autres pays, les ministres, les hauts responsables viennent. Mais comment est-ce qu'ils communiquent? Si ce n'est pas des gens qui vous appellent très difficilement, et quelquefois au téléphone, on sait, il y a des questions telles que là, il m'a dit, l'a rappelé hier, par exemple, on sait, lorsqu'il a posé la question à un des responsables, qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à cette question. Donc ça veut dire que l'information, regardez, je vous rappelle juste, j'ai une dépêche devant moi, qui est publiée par l'agence Chine Nouvelle, la vice-première ministre chinoise, justement, face à certaines contaminations communautaires, justement, de Covid, le contact communautaire. A pris des décisions hier très très importantes par rapport à cela. Et elle a impliqué la communauté. Au-delà de toutes les mesures annoncées, je vous dis, il y a une seule mesure par laquelle elle a fini. Elle a dit l'information ou les informations sur l'épidémie doivent être publiées à temps. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des informations, il faut que les gens sachent. Par rapport à ces morts qu'on est en train de parler, il ne faudrait pas que dans les rumeurs, en principe, qu'on le dise pourquoi l'ANS n'a pas fait un communiqué pour dire effectivement il y a eu des morts, effectivement il y a eu 3 morts, mais par suite de cela, pour que tout le monde soit à l'aise. Mais aujourd'hui, vous et moi, on est en train de parler pendant ce temps. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure façon de lutter contre la désinformation, c'est de communiquer régulièrement. Attends, surtout parce qu'il ne faut pas attendre que les gens débattent de ça et que vous appelez quelqu'un. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que c'est ce qui a manqué au niveau de l'agence. Et ça, je ne suis pas d'accord. Alors, vous voulez dire que peut-être le département de communication ne bouge pas à la NSS. Attendez, vous savez, cette affaire, tant qu'on est dehors, tant que vous ne passez pas devant ce centre-là, tant que vous ne communiquez pas avec les parents des victimes ou les parents des malades, tant que vous ne voyez pas vous-même des malades, vous avez l'impression que... Mais allez-y voir ce qui se passe là-bas. Donc moi je pense que l'agence, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord d'informer l'opinion. Il faut que les gens, on n'a pas besoin le département de communication de l'ANSS se bouge. Si l'information était donnée à temps, et si la vraie information est donnée, on n'a pas besoin de prendre des fouilleurs derrière des gens, parce que chacun va très bien. Lansana Camara, c'est qui est bien dit. Merci Fadoba. On va respecter le timing. On va passer, ceci dit, on va se tourner maintenant vers notre invité du jour, Dr Ousmane Kaba. Je rappelle que il est le président du parti PADES. Docteur, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Alors, première question, là il m'a dit, c'est autour de l'augmentation du prix du carburant. Hein? Oui, mais dans sa présentation, vous avez oublié qu'il a été aussi ministre conseiller à la présidence au temps d'Alpha Condé. C'est un ancien partenaire aussi du président actuel. Et vous voulez qu'il vous dise pourquoi il a quitté? Non, il doit être fâché pour ne pas rappeler cela. Ouais, pourquoi il a quitté surtout? Non, ce n'est pas cela la question. Oui. Maintenant... Et vous l'avez dit dans votre je réponds en même temps. Il l'a dit, il a quitté parce qu'il n'était pas écouté en ce moment. C'est ça, non, docteur? Bon, absolument. Voilà. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Hein? Non, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il a dit. Sur ce même plateau. Voilà. Oui, allez-y. L'actualité, le carburant. Bien. Elle m'a dit. Non, le PADES d'abord. Est-ce que le PADES se porte bien, docteur? Oui, mais avant même de répondre à la question sur le PADES, je voudrais signaler simplement que nous avons affaire à la plus grande pandémie de l'histoire humaine. C'est prévu dans les questions. À cause de la mondialisation essentiellement. Maintenant, si le PADES se porte bien, je pense que le PADES se porte très bien. Lorsque les autres partis se portent mal, le PADES se porte bien, par ricochet. Oui, ça c'est le docteur qui parle, hein. Il ne peut pas dire le contraire. D'accord. Et comment vous avez accueilli donc l'augmentation du prix du carburant, et quand bien même vous avez été parmi, ou le seul d'ailleurs, à dire que l'État ne subventionne pas le carburant, même si après le ministre du budget a pris le contre-pied de ce que vous avez dit, parce qu'il a dit que vous avez le langage politique, ce n'était pas le langage d'un économiste, et il a dit que c'est un politicien qui a parlé, malgré qu'il reconnaît votre capacité intellectuelle et tout le potentiel que vous avez. Maintenant, aujourd'hui, vu la conjoncture,
le baril à l'international, est-ce que vous pensez que l'opportunité s'y prêtait, le contexte actuel s'y prêtait? Je pense que la parole a été donnée à l'homme pour s'exprimer clairement. Oui. Je suis un docteur d'État en économie. Donc avant d'être avant d'être politicien ou ministre, c'est mon métier ça. On ne subventionne pas le carburant, on l'a jamais fait. Point barre. Et celui qui dit le contraire ne sait pas de quoi il parle. Ça n'a rien à voir avec un débat politique. On ne peut pas à la fois subventionner et taxer. C'est comme si vous me dites aller devant et derrière. C'est pour te dire le non-sens que ça fait. Donc ne revenons pas sur ça. Le pétrole n'a jamais été subventionné. Ça, c'est fini. Maintenant, la question, le gouvernement a décidé d'augmenter les taxes. Ça, c'est une autre affaire. Vous me direz pourquoi il l'a fait? Pour des raisons budgétaires purement et simplement. Parce que le gouvernement a envie d'avoir beaucoup de recettes pour boucler son budget. Pas parce que le baril est à la hausse? Non, pas spécialement, parce que vous savez, aujourd'hui, le baril, c'est $70, le Brent. 70, 72. Début juillet, c'était $76. Donc, nous sommes dans la pente descendante aujourd'hui, par rapport au début du mois de juillet. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier tout de suite. Oui. Voilà. Donc, je ne peux pas retenir cela. Mais la vraie raison, c'est des raisons budgétaires. Il se trouve que l'État a besoin d'argent. Donc, l'État a décidé d'augmenter ses recettes à travers la fiscalité pétrolière. C'est tout simple. Donc, vous pensez que même si le baril augmente, c'est-à-dire à l'international, l'État doit maintenir le prix tel qu'il est, même si vous ne reconnaissez pas qu'il subventionne quand même. Que l'État aurait dû augmenter il y a bien longtemps. Je me demande si vous comprenez ce que je dis. Je suis en train de vous dire qu'on est sur une pente descendante. Début juillet, le baril était à $75. Aujourd'hui, nous sommes à $70. Il monte ou il descend? Il est en train de descendre aujourd'hui. Vous pouvez le vérifier tout de suite. Mais on comprend déjà, il n'y avait pas opportunité d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Ceci dit, tout dépend du repère. Hein? Celui qui prend 2 mois, 5 mois ou bien 1 an avant, tu verras une tendance. Mais la tendance immédiate, actuellement, le baril est en train de baisser. Justement, et si le repère... Ceci dit, je dis, le gouvernement guinéen a décidé d'augmenter le prix du carburant parce qu'ils ont besoin de recettes fiscales. C'est cela la vérité. Pourquoi ils ont besoin de recettes? Parce qu'ils ont négocié un programme avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Programme dans lequel, malheureusement, ils ont admis qu'il faut doubler les recettes en 2 ans. Ce que je trouve absurde d'un point de vue économique. C'est pour cela que j'ai dit que ça, c'est de la sorcellerie. Personne ne pourra le faire. Et à l'époque, d'ailleurs... Le ministre du budget affirme aussi que c'est bien possible. Oui, mais il a dit qu'on va le faire sans augmenter les taux. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de l'augmentation du taux de taxation sur le téléphone, là? Bien sûr. Voilà, donc il se contredit. En économie, vous ne pouvez pas doubler les recettes sans augmenter les taux d'imposition et en période de récession en plus. Nous sommes en période de Covid-19. Ça veut dire que c'est l'assiette qui se rétrécit. Oui. L'assiette sur laquelle on prélève... la pandémie. Oui. Notre assiette. Mais est-ce que la Guinée est en récession? Mais bien sûr, comme tous les pays du monde. C'est à cause de la Covid-19. Vous avez été un peu... Les gens sont embrouillés avec notre taux de croissance très fort qui, je l'ai expliqué l'autre fois quand je suis passé chez vous, qui est dû essentiellement au secteur minier. Le secteur minier fait 18% l'année dernière. 18% d'augmentation. C'est très très fort parce que les Chinois ont décidé d'importer de la bauxite de la Guinée, c'est tout. Mais le reste de l'économie, c'est 2,5%. Les 3/4 de l'économie, c'est 2,5% parce que le secteur minier ne fait qu'un quart. C'est quand on fait la pondération qu'on se retrouve à ce taux fort de 6 à 7%. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc il ne faut pas mélanger l'analyse. Quand on veut faire l'analyse, c'est pour ça que nous faisons toujours la distinction entre le secteur minier et le secteur non minier. Et c'est ça qui explique aussi que beaucoup de Guinéens, malgré le taux de croissance très fort, ne ressentent rien. En réalité, ressent beaucoup de pauvreté. Mais parce que ça ne se répercute pas sur le train de vie du Guinéen. Voilà. Et je l'ai expliqué plusieurs fois. D'accord. Parce que tu peux avoir un secteur minier
très florissant, comme c'est le cas en Guinée, sans que le Guinéen ne ressente pas beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'impact, c'est la fiscalité, la contribution budgétaire, elle est très faible en Guinée, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale dans le secteur minier. On va y revenir. Vous avez le nombre d'emplois qui n'est pas très élevé, malgré tout ce qu'on raconte, parce qu'on prend de la terre brute, on ne fait pas de la transformation. Au lieu d'avoir des usines, nous prenons la bauxite à l'état brut et on l'exporte. Bien qu'il y ait des projections quand même dans ce sens. Il y a toujours eu des projections. Ce n'est pas sérieux. Docteur, et troisièmement, le contenu local, il est faible, malheureusement. Oui, mais ce que vous dites par maintenant, rapport pour revenir à la question du carburant, pour ne pas qu'on se perde. Je voulais juste apporter une précision par rapport au secteur minier. Oui. Quand vous dites que le nombre d'emplois créés, maintenant, si nous faisons, quand nous faisons une comparaison entre la création d'emplois de 2010 à maintenant et de l'indépendance de la Guinée jusqu'à 2010, vous ne trouvez pas qu'il y a un écart parce qu'on a plus de 50 000 emplois créés quand même dans le secteur minier. Emplois directs et indirects. Écoutez, au lieu d'écouter les statistiques, fait marcher sa tête. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Guinée? En tant qu'économiste, attendez. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? L'extraction de la bauxite, ça consiste à quoi? Ça consiste à envoyer des caterpillars, prendre la terre rouge, mettre dans un camion et mettre dans un bateau pour partir. C'est tout. La seule usine qui a un peu travaillé sur la terre rouge, c'est CBG, qui fait de la bauxite calcinée, c'est-à-dire brûlée, pour réduire la quantité d'eau de la bauxite. Depuis lors, les autres, qu'est-ce qu'ils font? On vient racler la terre, on met dans un camion et le bateau, et puis on s'en va avec. Donc, fais marcher ta tête. Quel emploi tu vas avoir dans ça? Non, docteur, le peu d'emplois que tu as, c'est pendant la phase de construction. Comprends? Les manœuvres, les chauffeurs, etc., quelques secrétaires. Tout le reste, on mélange tout, on dit non, il y a la sous-traitance, il y a les emplois indirects, et puis on donne des gros chiffres. Vous ne pensez pas que c'est une réalité, quand bien même il y a des études qui ont prouvé cela? Écoutez, il y a effectivement de la création. Mais bien sûr qu'il y a de la création d'emplois. Mais ce que je dis, vrais emplois encore. Ce que je dis, c'est que la Guinée aurait eu mieux à gagner en ayant des usines de transformation de la bauxite en alumine. C'est un coût de réalisation, ça fait partie aujourd'hui des ambitions du président. Vous permettez, ça fait 30 ans, depuis l'indépendance de la Guinée, on parle de ça. Chacun va te dire on va faire des usines de bauxite. Malheureusement, ce gouvernement a d'ailleurs délié les entreprises qui s'étaient engagées à faire les usines d'alumine dans les 3 à 5 ans. Allez-y revoir les contrats. Toutes ces compagnies ont été déliées. C'est une question de vision et de politique. Donc, ce que j'ai toujours expliqué, lorsqu'on prend de la bauxite pour exporter, on exporte l'emploi des Guinéens. Ces emplois sont créés. Il y a 3 sociétés déjà qui ont fini leur étude de faisabilité pour construire les usines en Guinée. J'attends de les voir, ces usines. Oui, c'est l'information, je serai le premier à les applaudir. On va évoluer. Lansana Camara, toujours par rapport à l'augmentation du carburant, du prix du carburant à la pompe, oui. Bien, docteur, l'autre question justement qu'on aimerait vous poser par rapport à cette augmentation du prix du carburant, c'est justement cette question liée à l'inflation. On le sait, lorsque le carburant augmente, tout augmente et de facto. Est-ce que d'abord les prix doivent automatiquement accompagner, donc doivent augmenter lorsque le prix du carburant augmente? Et est-ce qu'il faut s'attendre justement à la baisse des valeurs du franc guinéen par rapport aux devises, donc à l'inflation dans le pays? Je vous répondrai oui. Comment? Expliquez un peu. Voilà, c'est inflationniste forcément, parce que, comme vous le savez, on a augmenté le prix du carburant de 22%. On vient d'augmenter la taxe sur le téléphone de 14%. 22 ou 20%? Pardon? 22 ou 20%? 22%, j'ai dit. 22 ou 20%, j'ai dit. 22%. D'accord. 22,2% même. 22%. Il faut simplifier les choses. On a augmenté taxe sur le téléphone de 14%. Donc, si vous prenez tout ça, avec la tendance à la hausse des prix déjà, qui existe depuis l'année dernière, je vous ai déjà expliqué que l'année dernière, en 2020, on a créé beaucoup d'argent, 7 000 milliards, 23% d'augmentation de la masse monétaire, ce qui en soi est un potentiel inflationniste d'au moins 17%. Moi, je ne suis pas étonné qu'on ait franchi la barre des 10%. Je vous ai dit l'autre fois qu'on va dépasser les 10%. Oui. On m'a dit non,
Alors, les dernières annonces, on me dit c'est 12%. En réalité, ça va même être plus que 12%. Parce que c'est les chiffres qui nous le disent. Vous savez, l'économie, c'est une science que l'on connaît très bien. Hein? Les phénomènes économiques sont connus. Et ce n'est pas spécifique à la Guinée. Les agrégats monétaires, les agrégats macroéconomiques travaillent toujours de la même façon, quel que soit le pays. Vous ne pouvez pas augmenter la masse monétaire de 23%, augmenter les taxes téléphoniques de 14%, augmenter le carburant de 22% et dire que rien ne va bouger. C'est impossible. Moi, je serais à la place du gouvernement en augmentant la taxe sur le pétrole de 22%, c'était d'appeler les transporteurs, s'asseoir avec eux. Ça a été fait. Oui, mais en amont. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit n'augmentez pas. Ça ne marche pas de cette façon. Parce qu'ils seront obligés d'augmenter. Donc ça baisse encore plus la crédibilité du gouvernement. Il faut discuter avec eux pour dire de combien vos coûts vont augmenter avec cette augmentation. Le pétrole n'étant pas le seul élément d'un transport, on peut discuter. Si vous dites, bon, écoutez, le carburant, ça représente 50% des charges de ma voiture ou de mon bus, vous pouvez dire, en ce moment-là, vous êtes autorisé à augmenter de 10% seulement. Mais docteur, vous avez suivi les syndicalistes qui ont quand même expliqué le pourquoi du maintien du prix du transport. Attendez. Le statu quo. Parce qu'ils ont dit, quand on a augmenté le prix du carburant à 10 000, le transport était à 13 000. À 1300. Après, on a le prix, il y a eu une baisse du prix. 1300, attends, qu'ils ont arrondi. À cause des petites coupures. À 1500. 1500. Donc, quand on augmente 2000 francs sur le prix du carburant, c'est-à-dire de 9 000 à 11 000, donc ils disent que les transporteurs n'ont pas le droit d'augmenter le prix du transport. C'est les syndicalistes eux-mêmes qui l'ont expliqué. Ça, ce n'est pas l'État cette fois-ci. Non, mais c'est vous qui le dites, c'est les syndicalistes. Non, on les a réussi. Non, attendez, j'ai écouté un peu. D'accord. J'ai écouté les explications des syndicalistes, etc. Parce qu'ils disent simplement qu'il y avait une différence entre le prix officiel et le prix réel. Le prix officiel est en bas, les gens ont arrondi plus haut. Oui. Et que le raisonnement, il faut partir du prix officiel. C'est cela, c'est basé sur ça. Tout à fait. C'est une erreur parce que il faut partir de la réalité et non pas du prix officiel d'hier. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passait sur le terrain? Si les gens faisaient à 1500, faites l'analyse sur la base de 1500 et faites vos propositions. Voilà. Donc c'est un raisonnement qui n'est pas logique, qui est faux déjà au départ. Alors, ce que je dis simplement, l'inflation. Le gouvernement aurait été plus futé si on discutait avec les transporteurs pour dire le coût du carburant représente quel pourcentage dans vos coûts et les autoriser à augmenter à ce pourcentage. Pour vous donner un exemple, si le transporteur vous dit le carburant ça fait 50% de mes charges, eh bien comme on a alors vous voulez dire que peut-être comme on a augmenté le carburant de 22%, vous ne devrez pas dépasser 10%. Voilà. Donc, on aurait arrivé à un consensus qui allait modérer le coût des transports. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des gens, le carburant a augmenté de 22%. Mais il y a des tronçons qui ont augmenté de 30%, 40%, 50% parfois. Donc, c'est des augmentations sauvages, n'importe comment. Ce n'est pas une bonne chose. D'accord, l'autre question. Donc, il faut négocier. Il faut négocier, mais en étant beaucoup plus compétent dans les négociations et en étant réaliste. Ceci dit, je reviens à votre question. Oui. Ça augmente évidemment l'inflation. Mais tout dépendra. Est-ce qu'on aura une inflation significative ou bien on va aller vers une inflation galopante? Ça dépendra de la réaction de la société. Si jamais les syndicats se mettent à faire des revendications salariales, eh bien, je peux vous dire que dans ce cas-là, on va vers une inflation galopante. Si le gouvernement réussit dans cette discussion à modérer un peu tout le monde, peut-être que l'inflation ne sera pas galopante, mais l'inflation, il y en aura, toujours. Voilà.
D'accord, pour ceux qui... Oui, allez-y, là, on va aller rapidement avec Dans le même sillage la téléphonie mobile. On reste dans le sillage de votre réponse. Si votre candidature au poste de Premier ministre avait prospéré, vous pensez que vous auriez réussi à empêcher ou à minimiser cette augmentation du carburant? D'abord, vous avez une question qui est fausse. Je n'ai jamais fait de candidature au poste de Premier ministre. Mais la mission était là tout de même. Non, pas du tout. La mission de vouloir aider votre encore une fois. La mission était là tout de même. Encore une fois, c'est un sondage qui l'a suggéré. C'est les Guinéens qui l'ont dit. Ce n'est ni moi ni le gouvernement. Mais docteur, ni le professeur Alpha Condé. Vous avez réagi à ce sondage? Non, ni docteur Kaba. Oui, donc il a dit si mon grand frère il y a même le citoyen lambda, quand vous discutez avec eux, ils disent que certainement si docteur Kaba avait eu le palais de la Colombe, comme on le dit, qu'il n'aurait pas tenu certains discours aujourd'hui, parce que quand il était avec le professeur Alpha Condé, il n'avait pas le même discours. Et après le sondage, vous n'avez pas fait un communiqué officiel pour dire non, vous n'êtes pas intéressé par le poste. Donc ça veut dire que tacitement, vous avez accepté celui qui ne dit rien consent le résultat du sondage, et ça veut dire oui. Vraiment. Non, mais j'ai même vu une communication où Dr Kaba a affirmé qu'il était prêt à aider son grand frère, Alpha Condé. C'est pas vrai, pas pour être Premier ministre, c'est pas vrai. J'ai toujours dit que je vais aider mon grand frère pour que la Guinée aille mieux. Ça a toujours été ma position. Donc les histoires de Premier ministre, c'est les Guinéens qui les ont exprimées après l'élection présidentielle. Les gens se sont rendus compte que le programme que je défendais était le bon programme. Même si pour d'autres raisons, ils ont voté autrement. Ils ont souhaité avoir Dr Kaba comme Premier ministre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est même pas le président de la République aussi qui l'a dit. Vous pensez que vous ça êtes vient Premier juste ministre? d'un sondage. D'accord. Vous pensez que vous êtes Premier ministre? On va évoluer, là, il m'a dit. Non, c'est important. On va évoluer parce qu'on a des questions qui ne sont pas. Vous pensez que vous êtes Premier ministrable? Moi, je suis présidentiable. Je viens à la politique, c'est pour être président. C'est pas pour être ministre ou Premier ministre. C'est pour être président de la République parce que je veux changer la Guinée. Oui. Si tu n'es pas président de la République, tu ne peux pas changer ce pays. Voilà. Oui, on va évoluer, docteur. Vous avez une question pour les sociétés de téléphonie? Oui, tout à fait. D'accord. Et vu que le docteur a parlé des sociétés de téléphonie qui, déjà aujourd'hui, estiment être asphyxiées par une surtaxe de l'État à hauteur de 64-65% de leur chiffre d'affaires. Et quelles conséquences cela pourrait avoir, surtout que l'État reste campé sur sa position? Écoutez, la moyenne de l'Afrique... Et l'État, excusez-moi, l'État parle de 34% selon l'État. Oui, mais je vais vous mettre à l'aise. Je viens juste de lire une étude dans ce sens, où le taux moyen d'imposition, la moyenne en Afrique est de 65%. Donc la Guinée n'est pas parmi les taux les plus élevés. Pas du tout. C'est 65%. Et donc c'est pour dire ceci. C'est vrai qu'on a augmenté la taxe sur le téléphone. D'ailleurs, il y a plusieurs taxes en fait, parce que depuis 2015, déjà, nous, on a fait tartelle lorsqu'on était à l'Assemblée nationale. Taxe sur l'accès au réseau téléphonique, c'était 3% du chiffre d'affaires. Après, en 2017, il y a eu cette fameuse taxe on-net et off-net, c'est-à-dire quand on parle à un autre réseau Orange qui parle à Areba, il fallait payer 30 francs. Ça a été réduit à 20 francs, mais on a mis sur on-net aussi. C'est-à-dire quand deux clients de la même compagnie se téléphonent. Et récemment, on a augmenté la taxe sur la consommation de 1 franc par seconde à 2 francs par seconde, ce qui fait pour la minute de 60 à 120. Tout ceci ramène le coût du téléphone pour tout le monde de 480 francs guinéens la minute à 540 francs la minute. C'est 14% d'augmentation de la charge de téléphone. C'est pas beaucoup, c'est pas trop. Donc, en réalité. Que les sociétés de téléphonie, ils en font trop. Mais bien sûr, c'est normal. D'ailleurs, je n'ai pas compris que les syndicalistes se fassent porte-parole de leur patron.
Moi, je suis ancien ministre des Finances, je sais très bien qu'il faut, pourtant, ils ont donné les raisons ici, dans cette même émission. Non, les raisons Ils sont employés quand la société a des problèmes économiquement. Non. Ça peut avoir des répercussions sur les travailleurs. Donc, raison pour laquelle les raisons là, les travailleurs ont pris le devant. En tout cas, c'est des raisons qu'ils ont expliquées ici dans cette même émission. Écoutez-moi, cette raison n'est pas fondée parce que la compagnie a passé aux consommateurs la totalité de la taxe. Ça veut dire que ces profits ne sont pas du tout touchés. Si vous passez la totalité de la taxe aux consommateurs, ça veut dire que vous êtes dans la même position. Donc ça veut dire, docteur, que c'est le consommateur qui paye. Voilà, ce ne sont pas les compagnies qui payent. Et voilà. De pression fiscale. Oui, non, c'est ça. Non, ce que je suis en train de vous dire, dès lors que vous passez la totalité de la taxe aux consommateurs, ça veut dire que votre situation ne change pas. Donc il n'y a pas d'incidence sur... Non, pas du tout. Il y a beaucoup de cinéma et de théâtre dans tout ça. Donc vous trouvez leur manifestation non-événement? Bien sûr, je trouve que ce n'est pas fondé. En ce qui concerne les syndicats, en tout cas, ce n'est pas fondé. Et les compagnies téléphoniques, ce n'est pas fondé. Ceux qui doivent protester, c'est les Guinéens. Le consommateur guinéen, lui, il doit protester. Parce qu'il a une hausse de 14% de ses charges. Voilà. Donc, quand il y a un débat, il faut sérier le débat. Ne pas se laisser prendre par les... Est-ce que dans cet ordre d'idée, dans le même sillage, justement, je crois que moi j'ai posé la même question à un des responsables de travail pour les sociétés téléphoniques en disant, est-ce que vous pensez que l'État a été animé d'un souci des populations en faisant cela? Parce que comme vous venez de l'expliquer, certes, les agents de l'État savent que ce n'est pas ces sociétés qui sont visées, mais c'est la poste du citoyen. Alors, comment est-ce que... le dernier consommateur. C'est le consommateur qui va payer. Ce que je dis, c'est que le Guinéen a un niveau de vie déjà très maigre. Le pouvoir d'achat du Guinéen est très faible. Nous sommes rentrés dans une zone inflationniste. L'inflation augmente la pauvreté. Ça signifie la hausse des prix des biens. Parce que si le carburant augmente, le transport augmente, tous les autres biens vont augmenter. Surtout que nous avons un réseau routier en lambeaux. Parce que ça aussi, ça participe de l'inflation. Lorsque vous avez un réseau routier en lambeaux comme nous l'avons aujourd'hui, où vous pouvez passer 6 heures entre Conakry et Kindia, évidemment, cela a un impact certain sur la cherté de vie. D'accord. Donc le Guinéen, à l'heure actuelle, subit beaucoup. Il subit beaucoup. Il y a l'inflation qui vient. Il devient de plus en plus pauvre. Donc, il faut attirer l'attention du gouvernement. Si vous vous rappelez, la première fois que j'ai dit que ce n'était pas une bonne chose d'augmenter le prix du carburant en ce moment précis, c'est parce que l'inflation déjà pointait. En fin 2020, nous sommes déjà dans un cycle inflationniste. Et si on fait toutes ces augmentations, évidemment, ça va être très dur pour les Guinéens. Voilà, et selon vous, y a-t-il 2 poids 2 mesures à partir du moment où certaines sociétés crient à la surtaxe et pendant ce temps, les sociétés minières sont exonérées de plusieurs charges fiscales? Vous avez raison. Autant j'ai dit que les compagnies téléphoniques n'ont pas raison de crier à leur asphyxie, autant je dis que c'est vrai, ces compagnies sont beaucoup plus taxées que les compagnies minières. Le téléphone est plus taxé que les mines. Ce n'est pas la Guinée seulement, c'est dans beaucoup de pays. Et c'est malheureux, ça ne devrait pas se faire. Actuellement, le gouvernement a besoin de ressources. Le gouvernement devrait aller derrière les exonérations dans le secteur minier. C'est très important. Je vous ai dit que la Guinée ne tire pas beaucoup de ressources du secteur minier parce qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale. Il y a beaucoup de corruption aussi dans le secteur. Beaucoup de corruption, malheureusement. La Guinée ne gagne pas ce qu'elle aurait dû gagner dans le secteur minier. Au lieu d'asphyxier la population, que le ministre des Finances accepte d'aller derrière les compagnies minières pour que ces compagnies payent ce qu'elles doivent payer. Conformément d'ailleurs au code minier, parce que dès qu'on parle de ça, on dit non, il y a un code minier. En réalité, les exonérations qui sont accordées sont supérieures aux exonérations contenues dans le code minier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport conjoint et du Fonds monétaire et de la Banque mondiale qui ont travaillé sur le secteur minier, qui se sont tous rendus compte qu'il n'y a plus d'exonération que ce qui est
accordé Voilà, par le code là, on minier. va faire une relance sur la question. Parce que le ministre du budget a pris un arrêté annulant les exonérations fiscales qui ont été prises abusives, qui ont été prises sans ratification de l'Assemblée nationale ou sans base légale. Donc ça va un peu dans le sens de ce que vous dites. Je l'en félicite. Mais là où je dis qu'il y a le problème en Guinée, ça a toujours été ça. Si ces exonérations sont abusives, elles n'ont pas été accordées par le Parlement, pas par la loi, qui les a accordées? Et qu'est-ce qu'on a fait pour les punir? Voilà tout le problème que nous avons. D'accord. Les voleurs sont... Une question de relance. Oui, allez-y, rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas que il ne Parce doit pas qu'il avoir de faut qu'on comparaison bouge, on a d'autres questions, entre là. les sociétés de téléphonie mobile et les sociétés minières, d'autant plus que les coûts d'investissement ne sont pas les mêmes. Une société minière, par exemple, peut construire un port, un chemin de fer comme on l'a vu à Bokeh, mais aucune société de téléphonie mobile ne peut le faire. Donc, ils ne peuvent pas être traités ou elles ne peuvent pas être traitées de la même manière. Non, je ne pense pas que la question soit là. La question, c'est qu'il faut que l'imposition soit conforme aux intérêts de chaque partie. Lorsque des compagnies minières viennent ici, prendre notre bauxite, prendre notre or, notre diamant qui ne les appartient pas, et qui gagnent plus que la Guinée, ce n'est pas juste. Alors, c'est à cause de cela, je me rappelle toujours la révolution de 1970. Vous savez c'est quoi? Après la guerre du Koupour en 1973, c'est parce que les pays arabes ont mis en cause l'ordre international et le droit international minier de l'époque, qu'ils ont révalorisé. Il y a eu les partages de profits du pétrole. C'est en ce moment seulement que ces pays s'en sont tirés. Voilà. D'accord. Donc il faut faire très attention. Docteur, il faut que nos négociateurs soient des patriotes. Vous pensez que la Guinée ne tire pas beaucoup de profits? C'est pas que je pense. On va évoluer. C'est la vérité. Non, parce qu'on connaît. Oui, non, on va évoluer. Ce qu'il est en train de dire, est-ce que cette démarche de l'État, on a des données quand même. Est-ce que cette démarche de l'État, vous permettez, est-ce que cette démarche de l'État... Je suis d'accord avec lui. On ne tire pas beaucoup du secteur minier. Je l'affirme. Oui, docteur, est-ce que cette démarche... Moi, je pense qu'on a L'Amadi, on va évoluer, si vous permettez. On a des données, on a des statistiques. Même si vous dites qu'on ne doit pas se fier à ces statistiques. Non, au lieu de regarder les statistiques, regardez le budget de l'État. C'est la différence entre nous. Justement, est-ce que cette démarche de l'État... Vous regardez le budget de l'État simplement, c'est plus simple. Qu'est-ce que l'État gagne dedans au nom des Guinéens? Ça se trouve dans le budget de l'État. Docteur, c'est de ça qu'il est question. Cette politique de l'État qui vise à renflouer les caisses, est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences sur les investissements à venir avec vis-à-vis des sociétés de téléphonie? Pas de téléphonie seulement. Oui, si pas de téléphonie seulement, c'est un exemple. Si vous mettez trop d'impôts, ça tue l'activité économique. Ce qui est là, d'abord, j'ai dit au départ, je me reprends, la Guinée a négocié un programme avec les bailleurs de fonds. En période de récession, vous savez, nous, en économie, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque vous êtes en période de récession, il faut faire une politique anticyclique. C'est-à-dire, vous relancez l'économie. En pratique, vous acceptez d'avoir un déficit beaucoup plus large. Malheureusement, c'est les pays riches qui le font. Les États-Unis, ils ont relancé combien? Ils ont distribué plus de 1000 milliards de dollars. L'Union européenne, la même chose. Mais nous, les pays africains, on nous demande l'ajustement, même en période de récession. Vous voyez ce que ça fait? Les autres acceptent d'avoir un déficit beaucoup plus large pour relancer leur économie. C'est au moment précis où il y a récession qu'on demande à nos pays, à nous, de s'ajuster, de réduire, de serrer encore la ceinture. Pour avoir des Donc financements. voilà. Donc c'est procyclique. C'est pas bon. Ça devrait être anticyclique. Voilà ce que dit l'économie. Ce que nous faisons, ce n'est pas ce que préconise la science économique. On devrait accepter aujourd'hui d'avoir un déficit un peu plus large que ce qu'on avait l'année dernière ou l'année d'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte récession. Et quand il y a une récession, les recettes fiscales baissent d'elles-mêmes parce que l'assiette se contracte. D'accord? Mais il faut relancer l'économie par contre. C'est important. Et c'est pour cela, j'ai vu dans vos trucs la qualité de la dépense, ça aussi c'est essentiel. Oui. Donc, voilà. Donc ça explique pas mal de choses. Et en ce moment, on dit, bon, on va doubler les recettes en 2 ans. Ce que j'ai dit, c'est de la sorcellerie, c'est pas de l'économie, personne ne peut le faire. Quand je regarde le budget de l'année dernière, 2019, les recettes fiscales, c'était 17 000 milliards.
2020, 2021, dans le budget initial 2021, c'est 20 000 milliards. Donc, il n'y a qu'une augmentation de 3 000 milliards. Vous ne pouvez pas passer de 17 000 milliards à 34 000 milliards en 2 ans. Je n'ai jamais vu ça. Et en période de récession. Il ne faut pas monopoliser la parole. Allez-y pour votre question. Je ne monopolise pas. Non, mais attendez. S'il a le dernier chiffre du budget, parce que le budget a considérablement quand même évolué. Attendez. Au moment où vous étiez ministre, attendez, je vous parle de 2021. 2021, le budget... Quand je suis ministre, c'est 1996, ça fait combien? 25 ans. Il faut savoir de quoi on parle là, il m'a dit. Oui, je sais, mais on va évoluer. Arrêtez ça. Je suis en train de parler du budget 2021. J'ai entendu dire qu'il y a un budget révisé, mais qui n'est pas voté par l'Assemblée nationale. Donc, je suis en train de parler du dernier budget qui est valable. C'est le budget 2021. D'accord. Allez-y avec votre question. Le chiffre que je donne, c'est dans ce budget-là. Oui, docteur, c'est compris la partie. Donc, apprenez vos trucs avant de parler. On va évoluer, docteur. Il faut écouter. On va évoluer. On va évoluer. 2021. Docteur, on va évoluer si vous permettez. Allez-y, Lassana, à votre question. Il arrive que justement, lorsque les missions, à l'époque, parce qu'actuellement ça se fait, je crois, la plupart par visioconférence, sinon, lorsque les missions des banques mondiales et FMI bouclaient justement leur tournée en Guinée, il arrive qu'ils animent des conférences de presse où souvent nous voyons la Banque mondiale ou le FMI féliciter l'économie guinéenne ou en tout cas les réformes apportées. Mais ce que je voudrais vous demander comme question, c'est justement comment est-ce que le gouvernement et ses bailleurs de fonds au niveau international acceptent de négocier un programme lorsqu'on sait qu'on est dans un pays où il n'y a pas assez d'industrie, comme vous l'avez dit tantôt, dans le minier pour la transformation. Le secteur agricole qui doit supporter beaucoup de populations n'est pas développé. Alors, comment est-ce que ces deux partenaires souvent se mettent ensemble pour ficeler un programme qui, aux yeux des économistes comme vous, n'est pas réel, n'est pas faisable? Non, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que quand moi, on me donne un programme, c'est parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience et j'étais économiste au Fonds monétaire international. Je rappelle parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas ou qui feignent de l'oublier. Non, nous le savons. Alors, quand on me dit... On se rappelle. Quand on me dit que j'ai signé un accord avec le Fonds monétaire où je double les recettes en 2 ans, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est juste pas possible. Mais les gens peuvent accepter pour vous ridiculiser, c'est tout. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens capables pour négocier ce genre de programme, malheureusement. C'est vraiment un jeu d'amateur de dire que j'accepte et tu signes un contrat dans lequel tu doubles les recettes en 2 ans. Vous vous rendez compte? C'est impossible. C'est impossible. On sait que vous allez échouer. Oui, d'accord. C'est avec ça, on va marquer la pause avec Dr Ousmane Kaba. L'invité du jour, je rappelle qu'il est le président du parti PADES. On se reprend dans la deuxième partie de cette émission, histoire pour nous de faire place à nos obligations de cette émission en UR politique. En ce jeudi 5 août 2021, je rappelle que l'invité du jour, c'est Dr Ousmane Kaba. Il est le président du parti PADES, des questions économiques, mais aussi des questions de santé dans cette émission. Docteur, on était en train de parler toujours concernant l'économie. Et une autre question, le président demande un doublement de recettes, tout à l'heure on en a parlé, et le prélèvement de la pression fiscale de 13% à 18% à l'horizon 2022. Dans le contexte de crise sanitaire, vous l'avez évoqué même tout à l'heure, est-ce que c'est possible pour faire tout cela? Non. Dans un contexte de récession et de crise sanitaire, on ne peut pas faire évoluer la pression fiscale de 12,7% jusqu'à 18%. C'est impossible. En 2 ans. C'est bien possible, mais en 2 ans, c'est trop court. Si vous le faites, vous allez aboutir à la révolte fiscale. C'est ce qu'on appelle la révolte fiscale. Ouais. C'est-à-dire, vous allez mettre tellement d'impôts que tout le monde va se révolter. Déjà, le fait de mettre ces deux taxes, sur le carburant, et sur la téléphonie, vous voyez les cris que ça fait. Oui. Mais si tu dis, je vais taxer partout, le double, le triple, pour avoir un taux d'imposition de 18% en seulement 2 ans, mais tu vas aboutir à la révolte, c'est tout. C'est ce qu'on appelle la révolte fiscale. Ça ne marche pas. D'accord. Et les réformes consenties au niveau des impôts e-tax notamment,
quelle appréciation faites-vous de ces réformes et de façon générale la gestion des impôts dans notre pays? Non, pour les réformes, j'applaudis des deux mains. Les réformes dans le domaine de la digitalisation, par exemple, la numérisation, le fait qu'on fasse à l'ordinateur, pour parler simple, les déclarations, c'est une très bonne chose. Tout ce qui concourt à la modernisation de l'administration est une bonne chose. Donc moi, je suis très content quand le ministre du budget, je crois, est venu expliquer tout ce qu'il a fait. On va aller à la politique effort. après ça. Oui, oui. Donc c'est une très bonne chose. Une sous-question. On évolue, on va aller à la politique maintenant. Non, une sous-question. Oui, sous-question économique. Dernière question pour ce qui est de l'économie. On va aller à la politique D'accord. après. Il se trouve qu'il y a des pays. On va continuer. On va aller avec la politique. Il y a des pays justement qui ne disposent pas du secteur minier par exemple, mais qui vivent des impôts, donc des prélèvements. Alors, comment est-ce qu'on pourrait comprendre qu'en Guinée, on ne peut pas compter beaucoup sur l'impôt quand on parle de prélèvement, quand on parle de mobilisation de fonds? Non, c'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait. Il faut le reconnaître au niveau de l'imposition à l'heure actuelle. Donc, on est en train de parler d'amélioration d'une année sur l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on a résolu tous les problèmes. Parce que le problème ne s'arrête pas seulement à la collecte des ressources. Le problème aussi, c'est la qualité des dépenses, comme on en a discuté tout à l'heure. L'un des gros problèmes que nous avons dans ce pays, non seulement on ne collecte pas tout, parce qu'il y a l'évasion fiscale, il y a la corruption, d'accord, mais le peu qu'on collecte aussi est dépensé n'importe comment. Juste un petit exemple pour que tout le monde comprenne en très peu de mots. Le secteur routier, le gouvernement a dépensé près de 3 milliards de dollars dans ce secteur. Oui. Juste pendant la période du professeur Alpha Condé. Près de 3 milliards. Ça fait normalement 3000 kilomètres de goudron bien fait. De bonnes routes. Mais si vous regardez la réalité, on n'arrive même pas à quitter Conakry pour Kindia. Pourquoi? Parce que simplement, l'exécution, les travaux ont toujours été très très mal faits. À cause de la corruption. Les qualités techniques n'ont jamais été préservées. Il n'y a pas de bureau de contrôle international. D'ailleurs, ça me fait souvent rire parce qu'on fait des routes ici, on prend les fonctionnaires de l'ACGP pour contrôler. Ça, c'est la catastrophe. On est en train de parler de tel montant que le contrôle ne devrait jamais être fait par des fonctionnaires parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Les routes, lorsqu'elles sont bien faites, comme la route Le Prince, ça fait 30 ans que ça dure. On a brûlé les pneus, tout ça. Les routes sont toujours là, dans les mêmes conditions de pluie. Oui, une route qui a beaucoup souffert. Dans les mêmes conditions de pluie. Parce que j'entends des gens intervenir ici. Ouais, on n'arrive pas à bien faire parce qu'il y a la saison des pluies, parce qu'il y a trop de pluie. Mais là aussi, c'est la même zone. Donc, quand une route est bien faite, elle dure 30 ans. J'ai l'impression que le professeur Alpha Condé fait les travaux de Sisyphe. C'est-à-dire, on prend un gros caillou pour monter et chaque fois on arrive vers là-bas, ça redescend. Il se fatigue pour rien parce qu'il met beaucoup d'argent sans résultat. Et c'est lui qui est jugé au final. Mais c'est voilà, d'accord, on va évoluer avec la politique. Oui, là, sur le cadre de dialogue, le cadre permanent de concertation. On va évoluer. Docteur, la politique. On va aller sur la politique. Je réponds à ce qu'il a dit. Oui. La centralisation à la présidence n'apporte absolument rien. C'est d'ailleurs le contraire. Lorsque un président de la République ramène tout à la présidence, ça veut dire que c'est catastrophique. Ça veut dire que tu déresponsabilises ton gouvernement. Donc, il faut donner du travail... Prise de confiance. Oui, il faut donner du travail à son gouvernement, contrôler et sanctionner. C'est l'impunité qui a complètement gangréné. Elle est remplacée par d'autres personnes. Voilà, tu fais ce que tu veux. Très bien. Mais tu ne mets pas tout à ton niveau, parce que là, c'est la catastrophe. Allez-y, lançons un cadre de concertation. Docteur, on vous amène sur le terrain politique. Il se trouve que dans le souci d'aller vers l'apaisement et peut-être même avoir la contribution aussi de l'opposition dans l'évolution de ce pays, le président de la République a mis en place un cadre de dialogue présidé par un monsieur que vous connaissez pour avoir travaillé avec lui, c'est monsieur Fodé Bangoura. Aujourd'hui, par le Premier ministre, et présidé par le Premier ministre. Voilà. Non, j'ai raccourci. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce cadre de dialogue doit être sauvegardé et comment vous, de l'opposition, et vous, docteur Kaba, pourrez contribuer justement à l'évolution des choses dans ce cadre-là? Bon, d'abord, en ce qui concerne parce que c'est l'autre question subsidiaire, c'est que vous l'avez récusé, Fodé Bangoura, justement. Non, parce qu'il a été récusé par beaucoup de leaders politiques. Non, moi, je ne récuse pas Fodé Bangoura. Pour une raison très simple, je trouve que c'est un homme décent. On a toujours tendance à jeter un peu tout le monde ici,
Mais Fodé Bangoura a travaillé, il était pratiquement le premier ministre de Lansana Conté. Il a essayé à l'époque de mettre un peu d'ordre. Il a même emprisonné certaines personnes pour corruption. Mais il n'avait pas suffisamment de force. C'est quelqu'un, bien qu'il ait travaillé longtemps ici, il n'a jamais plongé dans la corruption. Moi, je respecte des gens qui ont géré et qui ne se sont pas salis les mains, plus que ceux qui n'ont jamais géré. Parce que c'est toujours facile de dire « je n'ai jamais rien géré ». Et souvent, ça donne des catastrophes. Suivez mon regard. Donc voilà. En ce qui concerne la personne, je n'ai aucun problème avec M. Bangoura. C'est un homme décent qui a essayé de faire ce qu'il a toujours pu et qui n'a jamais été impliqué dans les malversations dans ce pays. Donc en termes de crédibilité, je n'ai pas de problème. Maintenant, est-ce que ce cadre de dialogue peut bien marcher? Mais il peut, pourquoi pas? À condition qu'on crée les conditions autour de ce cadre de dialogue. Quelles peuvent être ces conditions? Premièrement, il faut libérer tous les prisonniers politiques. D'accord? Sans jugement? Sans jugement? C'est vous qui le dites sans jugement. C'est pas moi qui le dis. Ah, si vous dites libérer. Non, attendez. Il faut raccourcir le temps de la justice. Okay. Si les gens sont coupables, qu'on les juge, tout le monde est témoin de leur culpabilité. Et quand la culpabilité est prouvée, il faut sanctionner. Mais quand quelqu'un n'est pas jugé pendant plus d'1 an, alors que la personne est connue pour des activités politiques, vous ne pouvez empêcher personne de dire que ce sont des prisonniers politiques. Et on ne peut pas mettre des gens en prison pour leur opinion politique, parce qu'on ne va pas retourner dans l'esclavage. Est-ce que c'était le cas? Voilà. Est-ce que ça a été le cas? Donc si on veut que la situation soit paisible, et d'ailleurs c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'en tant que président de la République, si vous gagnez une élection, que vous la gagnez bien ou mal, vous êtes déjà le chef de l'État. Vous avez intérêt à apaiser la situation, c'est ce qui est dans votre propre intérêt. Vous n'avez aucun intérêt à durcir le ton, à mettre des gens en prison, parce que là, ça va plomber votre gestion à l'intérieur du pays, ça va ternir complètement votre image à l'extérieur du pays. Est-ce que c'est le président qui met en prison? Il n'en a rien à gagner. Docteur, voilà. C'est le président qui met en prison? Écoutez, demandez qui les a mis en prison. Mais vous ne pensez pas que le fait d'avoir... Je parle de ce que vous êtes en train de dire. Quand vous dites que c'est vous qui le président... C'est vous, je dis... Est-ce que c'est... Je dis que le président... Est-ce que c'est le président qui met en prison? J'ai dit que le président n'a aucun intérêt à mettre ses opposants en prison. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas, docteur? Déjà, du moment où vous ne pensez pas que le fait d'avoir gracié certains et puis d'avoir accordé la liberté provisoire ou surveillée à d'autres pourrait participer à décorser, à décrisper un peu la situation. Voilà. Mais forcément, lorsque vous élargissez des prisonniers, forcément que ça améliore l'environnement. Forcément que ça décrypte la situation. Mais ce que nous disons, il faut élargir tous les prisonniers politiques. Parce que c'est une question de principe. S'ils sont coupables, alors qu'on les juge et qu'on les sanctionne. Voilà. Docteur, est-ce que vous êtes partant à l'appel de la reprise des manifestations annoncées par l'ANAD et l'UFDG? Demandez ceux qui les ont annoncés. L'opposition. Demandez ceux qui les ont annoncés. Non, est-ce que le moment est opportun? Voilà, vous comprenez qu'il y ait manifestation votre point de vue sur la question, c'est ça? Voilà, c'est beaucoup plus simple. Oui. Au lieu de me demander... D'abord, je ne suis pas partie prenante. Nous n'en avons jamais discuté. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Il y a celui dans le dialogue qui est invité pour le 7 août prochain. Voilà, vous lui poserez la question. Est-ce que oui. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne? Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne pour le président de l'UFDG d'avoir la magnanimité du gouvernement guinéen, de l'État, pour voyager cette fois-ci? Demandez au président de l'UFDG, au président... Est-ce que vous avez été empêché de voyager? Non, attendez. Il va répondre d'abord. Ce que j'ai constaté... Oui. C'est que les empêchements concernent les personnes qui n'ont pas reconnu la victoire du président. Ça c'est votre constat? C'est ça mon constat. D'accord. Si vous en avez d'autres, dites-le moi. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de problème. On vous a pas jusqu'ici empêché de sortir de vous. Votre passeport, ça va. Attendez.
Non, lui, il l'a reconnu. Oui. C'est ce que j'ai constaté simplement. D'accord. Ça, c'est moi mon constat. Oui, si vous avez d'autres explications, ça veut dire que ça veut dire que vous n'avez pas ce problème, vous avez votre passeport, on ne vous a jamais empêché de sortir, depuis que vous avez reconnu la victoire du président Alpha Condé. Non, on ne m'a jamais empêché de sortir. Très simple. Maintenant, moi-même, j'ai réfléchi. Mais vous avez eu des soucis attendez, ici. Vous avez eu des soucis à la frontière ici. Ça c'est bien avant les élections. Ça, c'est avant les élections. Parce que il y a un gendarme zélé qui avait fait ça de son propre chef. Ce n'était pas des ordres venus de secrétariat ou d'ailleurs. Mais vous savez, il y a toujours des gens zélés. Voilà, c'est tout. Docteur, je vais vous amener à faire peut-être un exercice que vous avez l'habitude de faire parce que vous dites que vous n'êtes pas comme les autres. Politique, parce que vous dites même que vous n'êtes pas politicien, vous êtes un économiste, vous n'avez pas de langage politique. Aujourd'hui, à l'état actuel, quelle appréciation faites-vous de la gestion du président de la République à date? Écoutez, franchement, je constate qu'il a envie de bien faire. Mais malheureusement, il ne fait pas bien. Il a envie de bien faire parce qu'en tant que président de la République, il a envie que la Guinée avance très vite. Il a envie même qu'on rattrape tous les autres pays en un temps record. Il l'a toujours dit, ouais. Voilà. Mais quand je vois ce qui se passe, cette envie se transforme en centralisation. Malheureusement, c'est au-dessus de la force d'un seul homme de tout gérer, de tout décider dans un pays. Ce n'est pas possible. Il faut décentraliser et sanctionner. Il a envie de bien faire. Son administration est gangrénée malheureusement par la corruption. Et il n'y a pas de sanction pour les fautifs. Voilà. Donc moi, je regarde tout ça. Je me dis que vraiment, il a envie de bien faire, mais je ne crois pas que ça puisse marcher. Est-ce que vous êtes en contact? Qu'est-ce qu'il devrait faire votre dernier coup de fil avec le président date de quand? Je ne me souviens plus, mais il y a longtemps que nous ne parlons plus ensemble. Mon grand frère et moi. Donc, et pourtant, vous avez envie d'aider votre grand frère. Docteur, moi, je voudrais aller dans le sillage de votre réponse, justement, parce que vous êtes présidentiable. Vous aurez pu être à sa place aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut avoir envie de bien faire et que juste, on ne peut pas bien faire? C'est une question d'expérience de gestion. Il n'en a pas lui ou quoi? Non, je ne pense pas. Malheureusement. Très bien, on va à présent aller sur les questions sanitaires avec la maladie, on le sait. Je pense que le docteur même l'a évoqué en début d'émission avec la gestion de la Covid-19 en Guinée. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui par rapport à l'apparition de nouveaux variants, notamment Delta et Eta? Je sais qu'il y a... Ça vous fait rire, docteur? Ouais, alors que la situation, elle est inquiétante. Non, on en a parlé même, rien que hier, il y a encore 4 morts. Je sais qu'il y a la Covid-19 et j'ai entendu comme vous tous qu'il y a beaucoup de variants, variant alpha, variant bêta et variant delta. Il y a 5. Et il y a déjà 3 en Guinée. Alpha, delta et eta. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est une affaire sérieuse. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que la communication doit être vraiment accentuée dans tous les sens et chez tous les segments de la population guinéenne. Parce qu'ils ont raison. Il y a des gens encore qui croient que c'est pas vrai. Il y a des gens qui croient que c'est une affaire politique. Ça n'a rien à voir ni avec la politique, ni avec la Guinée. C'est le monde entier. Donc, prenons nos dispositions et chacun de nous peut y contribuer. Nous, au niveau des partis politiques et en tant que fondateur d'une université, au niveau de notre université, nous prenons beaucoup de dispositions pour les gestes barrières, les protections, pour éviter justement qu'il y ait beaucoup plus de contamination. Donc c'est un travail de tout le monde. Non seulement le gouvernement, mais nous tous, chacun peut un peu. Mais parallèlement, docteur, en tant que fondateur d'école, comment est-ce que l'État peut accompagner les ménages dans ces situations-là, ou les structures déjà bien impactées par Écoutez, par la maladie? C'est un peu compliqué parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans les pays développés ou dans beaucoup de pays? On fait de la relance économique. Dans cette relance économique, l'État distribue beaucoup de revenus à la société pour que les gens puissent vivre, pour que les gens puissent consommer. Bon. Ici, nous sommes dans une situation un peu plus délicate. Parce que si nous faisons la relance pure par la consommation, ça risque de se transformer simplement en importation parce que notre structure de production n'est pas assez diversifiée. Mais l'État peut secourir un certain nombre de secteurs. Je crois que l'État le fait déjà, mais peut-être qu'il faudrait faire un peu plus
parmi les personnes les plus impactées, c'est le transport, c'est le tourisme, c'est la culture. C'est eux qui sont en première ligne. Et les autres après. Et aussi l'agriculture. Ouais. Donc il y a du travail pour un gouvernement. D'accord. Oui, Baïla. Oui, docteur, est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Oui. Vous avez pris les 2 doses? J'ai pris les 2 doses. Bien, il y a docteur. déjà longtemps. Et j'encourage tout le monde à se faire vacciner. C'est très, très important. Moi-même, je l'ai fait. Et non seulement je me suis fait vacciner les 2 doses, mais chaque fois que je voyage, je prends le test tout le temps. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas voyager sans ça. Mais surtout, c'est pour encourager tout le monde à se faire vacciner parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui sont contre les vaccinations, qui disent que ça donne des maladies. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas en Guinée seulement, même en France, vous l'avez vu, il y a beaucoup de réfractaires. Il y a des beaucoup désagréments. d'indisciplinés. Il y a des désagréments. Voilà, Oui. donc il faut encourager tout le monde à se faire vacciner. Oui. Il faut encourager tout le monde à... Allez-y, prendre- Docteur, on va là, parler de on va venir à l'éducation. On va l'enseignement, parler de l'éducation en tant que fondateur d'université. On sait, je ne sais pas c'était en quelle année exactement, il y a eu le recensement biométrique des étudiants et les résultats ont révélé qu'il y a beaucoup de fictifs à Kofi Annan, même si après vous l'avez contesté, c'est cela. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs celui qui a commandité ces audits qui est professeur Bano, qui est ministre de l'Éducation nationale. Pas du tout. Comment jugez-vous, appréciez-vous aujourd'hui l'organisation de ces examens et comment vivez-vous parce qu'il n'y a plus d'orientation des boursiers de l'État dans les universités privées? Oh là là, il y a beaucoup de choses en même temps. Oui, D'abord, vous il y êtes a... pris par le temps. Oui, mais il y a des fausses assertions. Quand D'accord. vous dites qu'il y avait beaucoup de fictifs à Kofi, d'abord c'est faux, il n'y a jamais de fictifs. Et de 2, je précise que c'est l'État qui venait compter dans nos écoles. Personne d'autre. C'est l'État qui venait compter. Identifier les gens, les compter. Donc si l'État parle de fictifs, ça c'est les fonctionnaires du ministère, y compris le ministre de l'époque, qui avait tellement poussé la mauvaise foi, qui a dit qu'il y a 32 000 fictifs dans les universités privées, alors que l'ensemble de l'effectif, c'était 25 000. C'est tellement ridicule. C'était le ministre Hiro qui a raconté. Donc le nombre d'effectifs même dépassé l'effectif qui existait. Bien sûr, c'est vraiment Oui. un exemple type de mauvaise foi à la guinéenne. Ça n'a aucun sens. Donc, s'il y a des fictifs, c'est à l'État. Ce n'est même pas aux écoles. C'est l'État qui vient compter dans les écoles. Aucun dirigeant d'école n'envoie une liste Dans les d'étudiants. universités, Et oui. cela ne... Et ça, c'est un point fondamental que les gens ne savent pas souvent. C'est le ministère qui passe dans les écoles pour compter physiquement les étudiants et qui dresse la liste dans chaque école. Et c'est en fonction de ça que c'est publié. Donc ce n'est pas les écoles... C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'audit dans les écoles, malgré les élucubrations des uns et des autres, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Ceci dit, il n'y a même plus de relation entre l'État et les universités privées. Tant mieux. Voilà. Il y a beaucoup d'universités qui ont disparu. Parce que là aussi, c'est vrai, beaucoup ils sont venus pour faire le commerce. La qualité des cours n'y était pas. Mais si vous avez une bonne université où il y a la qualité des cours, les gens préfèrent venir là-bas. C'est ce qui se passe pour Kofi aujourd'hui. Beaucoup de gens ont des boursiers, ils sont orientés dans les universités publiques, mais leurs parents décident de venir payer à Kofi Annan. Et nous n'avons jamais autant d'étudiants que maintenant. Donc c'est une question de conscience professionnelle. On ne peut pas tromper dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement, on ne trompe pas. Si vous trompez une année sur l'autre, vous allez récolter les résultats. Alors, ce que je dis à tout le monde, faites très bien votre travail. Que les étudiants étudient très bien. Le reste, il y aura toujours... Dernière question, L'organisation dernière question. Oui, l'enseignant. Voilà. Dernière question, oui. Tantôt, on parlait de la manière dont l'État pourrait accompagner les ménages ou en tout cas les citoyens. Moi, je voudrais avoir votre avis sur les denrées de grande consommation. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte actuel, l'État peut, par exemple, apporter une certaine subvention au niveau du riz, du sucre et les autres denrées qui sont largement consommées pour permettre à la population d'avoir ces denrées à des prix raisonnables? Est-ce que c'est une voie aussi d'accompagner les ménages en ce moment critique? Oui, mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Ou même peut-être rehausser le SMIC. Attendez, à mon avis, c'est Il ne pas nous reste que facile 2 minutes. de Il va mettre en répondre, œuvre s'il vous une plaît. politique de subvention. Oui. Si vous décidez de subventionner le riz, comment vous allez le faire? Est-ce que vous allez enlever les droits de douane à la rentrée? Mais de l'autre côté, en termes économiques, ça veut dire que vous encouragez l'importation par rapport à la production nationale. Ouais, donc les questions ne sont jamais aussi simples.
Hein. L'État doit faire un effort certainement, mais ça doit être étudié par l'ensemble des partis. Et il faut faire des solutions qui ne mettent pas en péril l'avenir économique de notre pays. Y a-t-il moyen de rehausser un peu le SMIC dans ces conditions-là, dans ce contexte actuel? Je ne rentre pas dans ce débat pour le moment. Ah bon, ouais. En ce moment précis, non. Docteur, vous dites que Yero était de mauvaise foi et pourtant le Premier ministre actuel dit que ça fait partie des meilleurs ministres. C'est son avis à lui. C'est son avis à lui. Merci, docteur Ousmane Kaba, président du parti PADES. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Lansana Kamara, merci à Baila Traoré, merci à Laïmadi Kondé, merci également à Fadouba Keita, Ndoye Cheikh Sadibou était là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagnait à la radio comme à la télé. L'émission On Air Politique vous donne rendez-vous demain vendredi, ça sera le 6 août 2021. Certainement, ça va vous rappeler quelque chose, cette date commémorative du bombardement de Hiroshima.